chers amis, mes bien chers compatriotes, je vous donne rendez-vous dimanche, c'est-à-dire dans 2 jours, sur 13e rue le 24 mai à 20h30 pour une soirée spéciale Omar Haddad. Il y aura d'abord le film de Roch Dizem, au demeurant excellent, Omar m'a tué, et ensuite le reportage que nous avions consacré à l'affaire Omar Haddad dans le cadre des faits Carl Zero. Pour vous mettre en bouche, voici une interview de Omar que j'avais réalisée en 2008, et ensuite je serai en compagnie du détective privé, du criminaliste célèbre Roger-Marc Moreau pour une interview exclusive. Regardez. Omar, comment est-ce que toute cette affaire a commencé pour toi? Pour moi, de départ, ça a commencé comme une caméra cachée. Malheureusement, c'est pas caméra cachée, c'est des choses que j'ai jamais croyais, ça va m'arriver. À l'époque, tu es jardinier, c'est ça? J'étais jardinier à Cannes, le mardi, à 11h30. Ils sont arrivés, les gendarmes, où j'étais avec ma famille. Ils sont tapés à la porte. Ils m'ont demandé ce que M. Omar Haddad est là. J'ai présenté à la porte, j'ai dit oui, c'est moi. Il m'a demandé est-ce que tu peux venir avec nous. J'ai dit oui, mais quelle raison? Il m'a dit non, on ne peut pas te dire, on ne sait pas. J'ai résisté à peu près une dizaine de minutes. À la fin, j'ai dit à ma femme, bon, je vais aller voir ce qui se passe. J'ai parti avec eux jusqu'à la garde de vue de Toulouse, me fermer des pièces. J'ai résisté, pourquoi je suis là. Il m'a dit, je suis désolé, nous on ne sait pas. Maintenant, tu vas attendre le gendarmerie de Cannes, elle va venir te chercher, après c'est eux, elle va t'expliquer. Mais tu comprends ce qu'ils te disent ou pas tellement? Quelques questions, je comprends. Genre quoi? Il y a beaucoup de questions que je ne comprends pas. Ouais. Par exemple, qu'est-ce que vous faites le démarche? Est-ce que vous travaillez? Checkez vos travail, ça je comprends. Mais il y a beaucoup de questions, je n'ai pas compris. Et des fois, il y a des choses que je n'arrive pas à dire en français. Je termine ma phrase en arabe. Il n'y a pas d'interprète? Non, j'ai demandé. Ouais. J'ai demandé, ils m'ont refusé. Ah, ils ont refusé. Je l'ai demandé, ils m'ont refusé l'interprète. Et ils ont quoi comme charge contre toi? Il m'a dit, il faut te dire, c'est toi. Parce qu'on a les preuves, 100% on le sait, c'est toi. J'ai dit, mais c'est pas moi. Et c'est là qu'il m'a monté les photos où c'est marqué Omar m'a tué. Moi, je ne sais pas qu'est-ce qui est écrit, mais Omar, je sais comment c'est écrit, mon nom. Et là, comme je viens de dire tout à l'heure, tout de suite, j'ai dit, mais c'est pas trop compliqué. C'est la personne qui a tué Madame Marshall, c'est lui-même, il a écrit. Il m'a dit, non, 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 c'est vous. Il m'a laissé 2 nuits sans dormir. Des fois, il me lève les chaises, je reste debout, et les questions derrière. Ils voulaient des aveux. Exactement. Ils sont tout faits. Mais à la fin, je me rappelle, j'ai dit, monsieur, Madame Marchais était comme ma mère. Je ne l'ai pas tuée. Je me rappelle, j'ai dit, mais pourquoi je vais la tuer, Madame Marshall? Qu'est-ce qu'il m'a fait? Dis bien. Ça restait comme ça. À la fin, comme je viens de le dire, j'ai dit de toute façon, même pour me couper ma tête à 2, la tête va parler tout seul, elle va dire c'est pas moi. Le corps va dire c'est pas moi. Ça fait ça sert à rien de me faire peur, de me laisser sans dormir, c'est pas moi, c'est pas moi. Et jusqu'à aujourd'hui, c'est la vérité. J'ai pris un avocat. Il n'arrête pas de faire les demandes provisoires. Ils sont toujours refusés. Le juge, j'ai dit, je suis obligé, j'attends le résultat, des empreintes, de mes affaires, etc., etc. Les résultats sont arrivés, négatifs, et rien contre moi. Et c'est là que je commence à m'inquiéter, parce que je dis, c'est pas possible. Et c'est là que j'ai fait une longue la grève de la faim. La première fois, j'ai fait 2 mois et 45 jours. Et la deuxième fois, c'est 2 mois et demi la grève de la faim. Moi, la grève de la faim était médiatique. Il y en a beaucoup qui m'écrivent. Ils me disent, il faut t'arrêter la grève de la faim. Il faut te prendre tes forces
pour défendre le genre de la cour d'assises. Et bien sûr, je l'ai fait. J'ai écouté les gens là. J'ai trouvé qu'est-ce qu'il dit sans raison. Parce que moi, je n'ai jamais imaginé une personne, elle n'a rien fait, elle n'a rien vu, elle n'a rien attendu. La justice, elle va la condamner à 18 ans de prison. C'est quelque chose que je n'ai jamais imaginé. Donc tu avais une haute idée, une haute image de la justice en France. Avant 91, est-ce que quelqu'un est condamné pour moi à 100% le coupable? Là, je me suis trompé. Je me suis trompé parce que ça m'est arrivé à moi-même d'entrer en prison. La justice m'a condamné à 18 ans pour quelque chose que je n'ai pas fait. Ça fait ça, pour moi, c'est un grand changement. Je n'ai jamais croyé la justice française et se trompe. Je suis désolé, ce n'est pas une erreur de la justice. Dans mon dossier, il y a des choses qui sont faites exprès. Ça fait, c'est pas pareil. L'erreur, tout le monde a le droit de faire erreur. Mais des choses, ils sont faites exprès. Comme quoi, par exemple? Un exemple, les 3 médecins légistes, ils ont signé le dossier de Mme Marshall. Il est mort le 24 juin 1991, entre midi et 14 h. Le jour-là, j'étais à Toulouse, avec ma famille. Personne n'a pas de rencontrer avec une vingtaine de témoins, le billet de train, le taxi. Jusqu'à la personne de contraire. Le juge, toujours pareil, le juge Renard, il reçoit le dossier de 3 médecins légistes et me dit Mme Marshall est morte le 24 juin 1991. Ça fait, ça ne colle pas avec déjà ce qui était déjà fait par les enquêteurs. Qu'est-ce qu'il a fait le juge Renard? Il a téléphoné à 3 médecins légistes pour dire vous êtes trompé, ce n'est pas le 24 il faut dire le 23. Après 3 médecins légistes, ils ont envoyé un courrier au juge. Ils ont dit on s'est trompé, ce n'est pas le 24, c'est le 23. Ça fait là, ce n'est pas une erreur, c'est la demande des juges. C'est des choses qui sont faites exprès. Et pour quelle raison il fait ça exprès? C'est les questions que je pose moi-même. C'est les questions que je pose moi-même. Quelle raison il a fait ça exprès? C'est parce qu'il a besoin d'un coupable? C'est parce que tu es marocain? Je ne veux pas dire que je suis marocain. Non. Je pense, la justice, il faut toujours un coupable. Comme c'est écrit, ils sont tout faits, changer la date, éliminer les témoins, etc., pour arriver, pour fabriquer un coupable idéal. C'était moi. Tu as été libéré, mais tu n'as pas été blanchi de l'accusation. Oui, parce que j'étais condamné à 18 ans. J'étais gracié par le président de la République, Jacques Chirac. Mon combat aujourd'hui, c'est il faut la justice, il m'a blanchi. Il faut la justice, en même temps, il cherche la vérité. Parce que comme aujourd'hui, tout le monde le sait, il y a des empreintes génétiques. On l'a trouvé sur le lieu de crime. Où s'écrit cette phrase au marmature, il y a des empreintes génétiques mélangées avec le sang de Mme Marshall. Et toi, tu as fait une expertise génétique pour prouver que ce n'était pas ton empreinte génétique qui était dans ce sang de Mme Marshall. Exactement. Et là, la justice, partie civile, ils se sont dit, les empreintes génétiques, ce n'est pas important. J'étais très choqué. Ça fait aujourd'hui, je demande à la justice, encore une fois, de me le dire à qui appartient les empreintes génétiques. Ce n'est pas tombé là par hasard, quand même. Il appartient à quelqu'un.
Mais aujourd'hui, on ne connaît pas. Mais tout le monde le sait, il ne m'appartient pas. Et la question que j'ai posée aujourd'hui à la justice, pourquoi on arrête là? Ça fait 10 ans que tu vis en liberté, mais tu t'es pas reconstruit. Non. Non. Aujourd'hui, tu es handicapé à 80%. Oui. Tu es dans un état, au fond, de grande dépression, de grande tristesse. Ouais. Ta vie a été foutue en l'air et si on arrivait aujourd'hui à te blanchir, tu te sentirais, d'une certaine façon, vengé. Non, parce que malheureusement, 7 ans et 2 mois et 8 jours derrière les barreaux, ça malheureusement, personne ne peut me le rendre. C'est trop tard. Ça y est, le mal est fait. Mais bien sûr, pour la vérité, on n'est jamais trop tard. Parce que la vérité, déjà, bien sûr, c'est pour moi, pour mes enfants, pour ma famille et bien sûr pour tout le monde. Pour la justice aussi. Pour la France aussi. Parce que la France, c'est un pays de droits de l'homme. La France ne mérite pas d'envoyer déjà innocent derrière la barreau et de laisser les criminels le naturel. C'est pas normal. Et pourquoi tu penses qu'ils ont attendu si longtemps? Pourquoi ils ne se bougent pas, la justice? C'est une question que je pose moi-même. Comme je dis toujours, je suis libre. Ça fait 10 ans, c'est vrai. Mais dans ma tête, je ne suis pas libre. Tu es toujours en prison dans ta tête. Toujours derrière les barreaux dans ma tête. Je voudrais que tu parles un peu de ta vie depuis que tu as été libéré. Tu avais essayé de travailler, non? Tu avais repris un travail? Oui, oui. Parce que j'ai sorti compte de cela avec le contrat de travail indéterminé. J'ai travaillé 3 ans à Marseille. Et après, les médecins de travail, ils m'arrêtaient de travailler. Pourquoi? Parce que je n'arrivais pas à me centrer pour mon travail. Des fois, je fais des bouts, je fais mon travail et mon cerveau il est derrière les barreaux. Et comme je travaille un peu dangereux, ça fait le médecin de travail pas prendre le risque qui m'a fait l'arrêt de travail. Donc tu fais quoi de tes journées? Penser. C'est tout, rien. Tu attends, quoi. Exactement. Voilà, j'attends. Voilà. Je vois l'attente. J'attends la justice et fait quelque chose. Merci Omar. Merci à vous. Voilà, la justice se trompe parfois, encore faut-il qu'elle l'admette. Et ça, c'est pas toujours gagné. Roger-Marc Moreau, bonjour. Bonjour. Donc tu es chez Criminaliste Consultant, qui est un petit peu la marque du criminaliste en France aujourd'hui. Oui. Et tu t'es occupé du cas d'Omar Haddad depuis des années. Alors on vient de voir son interview qui date de 2008. Rien n'a évolué depuis? C'est-à-dire il n'est toujours pas blanchi? Non, il n'a toujours pas obtenu la révision de son procès, c'est-à-dire qu'il n'a pas été complètement, officiellement reconnu innocent du crime. Et pourtant, ce n'était pas faute d'essayer, puisque tu as trouvé des empreintes, notamment sur la porte de Madame Marshall, et qui n'ont jamais été comparées au FNAG, alors que tu l'as demandé à 4 gardes des Sceaux successifs. Voilà, tous les gardes des Sceaux ont donné leur accord pour procéder aux analyses. Certains l'ont même révélé dans la presse, en interview. Et finalement, ça ne s'est jamais fait. Pourtant, on sait que mélangé au sang de Madame Marshall, sur 3 supports différents, c'est-à-dire sur les 2 portes où il y avait les fameuses inscriptions, ainsi que sur le chevron qui avait servi à frapper Madame Marshall, se trouvent encore 2 ADN masculins inconnus. Et toi, tu as une petite idée, si j'ai bonne mémoire, d'à qui pourraient appartenir ces ADN? Oui, nous pensons savoir qui a commis le crime, qui a fait cette mise en scène, fait ces inscriptions en lettres de sang. Et par conséquent, on sait que ces ADN proviendraient vraisemblablement de sécrétions de sueur. À l'époque, bien évidemment, l'ADN n'existait pas, donc ils n'ont pas pris de précautions. Et si jamais, aujourd'hui, on parvenait à faire introduire ces éléments au FNAG, on aurait confirmation de l'identité des personnes. Explique-moi pourquoi 4 fois de suite, on demande à la chancellerie, 4 fois de suite, elle dit OK, puis elle ne le fait pas. Apparemment, il y a des blocages. Mais dû à quoi? D'ailleurs, à chaque changement de garde des Sceaux, on refait une nouvelle demande. Bien sûr. Eh bien, le dossier a disparu. Il faut toujours qu'ils se le procurent à nouveau ou qu'on leur renvoie. Mais ça veut dire qu'il n'y a plus aucun espoir pour Omar. Si,
Malgré tous les refus auxquels qu'on nous a opposés, aujourd'hui, une nouvelle loi a été promulguée en 2014. Elle est applicable depuis le 1er octobre dernier. Et le 1er octobre dernier, tout de suite, on a saisi la justice. Pourquoi? Cette loi permet maintenant de faire des demandes préalables à une nouvelle demande en révision. Et ça nous permet, par exemple, de faire analyser des scellés. Donc nous avons aussitôt saisi le procureur de la République de Grasse, lequel s'est procuré le dossier, est actuellement en train de travailler. Il semble être plutôt favorable, positif, et je pense que notre demande finira donc par aboutir. Et de ce que tu en sais, les fameux ADN qu'on retrouve sur la porte notamment, tu me disais que tu avais l'idée des noms de ces personnes. Est-ce que ces personnes sont toujours vivantes? Alors déjà, on sait que ce n'est pas l'ADN d'Omar Haddad. C'était écarté puisqu'on a comparé uniquement avec Omar Haddad. Bien sûr. Mais effectivement, j'avais à l'époque fait une enquête, tu t'en souviens, pour Jacques Vergès, l'avocat, et nous avions donné dans la requête en révision les noms des personnes. Nous avions soumis à la cour de révision. Et parmi ces deux personnes, ces deux auteurs, l'un des deux s'est suicidé en 2011. Il reste l'autre. Il reste le deuxième. Mais comme ils avaient en plus de lourds antécédents judiciaires, je pense que leurs inscriptions au FNAG existent toujours. Mais à qui a-t-il déplu cet Omar Haddad? Ou est-ce que c'est parce que c'est un pauvre jardinier marocain qui a du mal à parler, qui est en dépression? On voit comme il souffre dans l'interview, on voit que le mec, il est vraiment à plat. Bien sûr. Alors, c'est quoi? Il n'y a pas de secret d'État derrière? Non, mais peut-être qu'il y a eu à l'époque quelques compromissions à un certain niveau. Tu m'en dis trop ou pas assez, Roger Marc? Ce sourire nous indique que Roger Marc n'en dira pas plus. Merci d'être venu, Roger Marc. Merci à toi.